Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Qui ne rêverait pas d'être riche? Qui refuserait de pouvoir vivre sa meilleure vie dans une villa somptueuse avec piscine et jacuzzi? Nombreuses sont les personnes aveuglées par cette vie rêvée et qui, au final, se sont faites avoir par l'une des plus terribles arnaques, popularisée une nouvelle fois il y a une dizaine d'années par Bernard Madoff. Mais nous reviendrons un peu plus tard sur ce cas précis. Nous allons donc dans cet épisode parler de cette arnaque et voir comment la déceler. Car aujourd'hui encore, vous trouverez de nombreuses sociétés qui vous intiment l'ordre de placer votre argent chez eux, tout en vous promettant des bénéfices mirobolants grâce à de complexes montages financiers extrêmement complexes. C'est sans danger. Enfin, c'est ce qu'ils disent, et l'argent que vous placez aujourd'hui chez eux va miraculeusement dans un mois doubler sa taille. Bien entendu, ces promesses sont beaucoup trop belles pour être vraies. Elles ne sont en rien réelles puisque tout repose sur une très vieille arnaque nommée la pyramide de Ponzi. Son nom est irrémédiablement lié à celui du charlatan Charles Ponzi, immigré italien installé dans la ville de Boston qui va mettre au point une gigantesque arnaque. Le principe de cette dernière se base sur de soi-disant transactions de coupons-réponses internationaux. Ces derniers, créés par l'Union Postale Universelle en 1906, consistaient en un simple coupon papier à glisser dans l'enveloppe afin que le destinataire puisse l'échanger dans son pays contre des timbres pour vous répondre. À la fin de la Première Guerre mondiale, son utilisation deviendra un véritable casse-tête. En effet, le prix d'envoi va grandement varier d'un pays à l'autre puisque le coût du timbre est basé sur celui de la monnaie du pays émetteur. Or, à la fin de ce premier conflit d'envergure, les pays européens sont exsangues, détruits par les conflits et les populations totalement focalisées sur la reconstruction. Tout cela participe donc à une grande instabilité des monnaies dont la valeur va fluctuer du jour au jour, sans compter une inflation importante. C'est justement là-dessus que Ponzi va axer l'explication de son moyen de se faire de l'argent. Il prétend qu'il est en mesure d'acheter des coupons en Italie à très faible prix et qu'une fois en possession de ces derniers, il ne lui reste plus alors qu'à les amener aux États-Unis afin de les échanger. En jouant sur les taux de change des monnaies, il pouvait espérer gagner aux environs de 400% de sa mise de départ. Bien que cet échange soit totalement légal, les banques sont plus que réticentes à l'idée de prêter de l'argent à Ponzi pour qu'il puisse démarrer son commerce. Ces refus ne vont pas le décourager, puisqu'il va alors démarcher ses proches pour leur demander d'investir dans sa société, leur promettant au passage de doubler leur mise en l'espace de seulement 3 mois. Il arrive ainsi, en janvier 2020, à convaincre une vingtaine de ses proches d'investir 1800 $ dans sa société. Dès le mois suivant, il commence alors à leur verser les conséquents bénéfices de leur investissement. Alors, depuis tout à l'heure, je parle d'arnaque, et là je vous dis qu'il verse comme promis des bénéfices à ses investisseurs, ce qui est loin d'être une arnaque. C'est vrai que cela semble contradictoire, mais c'est justement là que se situe le point important de l'arnaque. Car en réalité, ces bénéfices sont inexistants. Il applique un mode opératoire qu'il avait découvert lorsqu'il fut employé quelque temps à la Banco Zarossi, une banque canadienne montée par des immigrés italiens se disant au service de ses compatriotes de la région de Québec en leur promettant des bénéfices mirobolants mais en réalité incapables de tenir ses promesses. L'idée derrière ce montage est extrêmement simple puisqu'elle consiste non pas à payer de supposés intérêts qui proviendraient d'investissements effectués, mais avec l'argent des nouveaux investisseurs. Son affaire marcha parfaitement puisque ses premiers clients, ravis de leur gain, faisaient à leur tour la publicité de ce placement miraculeux à leurs proches sans savoir ce qui se tramait réellement derrière. C'est de ce système de recrutement que provient la dénomination de pyramide pour ce type d'arnaque. Puisque les intérêts perçus par un étage de la pyramide proviennent de l'argent investi par l'étage d'en dessous, le système tient donc la route tant que trop de personnes ne demandent pas simultanément à retirer leur argent, mais également tant que le nombre de nouvelles recrues est supérieur à celles arrivées avant dans l'opération. Grâce aux mathématiques, on peut rapidement prendre conscience du problème de ce type de montage, puisqu'en admettant que chaque recrue ramène à son tour 5 proches dans le système le mois suivant, en à peine 10 mois, Ponzi se serait retrouvé à avoir bien plus que toute la population de Boston de l'époque, qui est d'environ 750 000 personnes, et il lui aurait alors fallu intégrer autant de nouvelles villes de même taille pour pouvoir continuer à faire fonctionner son arnaque. Bien entendu, cette dernière n'a pas duré aussi longtemps, les profits annoncés étant bien trop gros et les échéances bien trop courtes. Le bouche à oreille marche excessivement bien et va amener des personnes compétentes à s'intéresser à lui. Ces dernières vont alors se demander comment des taux aussi élevés peuvent être promis, tandis que les banques, à l'époque, affichaient au mieux des intérêts de 5%. À cause de tout le raffut provoqué par cette affaire, un journal local, le Boston Post, va alors mener l'enquête pour en déduire que Ponzi est insolvable. Pour être en mesure de payer l'intégralité de ses investisseurs, il lui faudrait en effet quelques 160 millions de coupons-réponses. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Ah c'est bien, oui merci. Or, le souci, c'est qu'à l'époque, seuls 27 000 coupons avaient été édités. La mauvaise publicité faite par le journal va alors précipiter les choses.
Les investisseurs ayant perdu confiance dans le système, ils vont alors se ruer sur Ponzi pour demander à retirer leur argent, ce qu'il fera bien évidemment dans un premier temps pour les calmer. Mais plus il y a de personnes qui viennent lui réclamer leurs biens en liquide, moins il dispose de fonds qui lui sont pourtant indispensables afin de payer les prochaines traites des intérêts fictifs. C'est ainsi qu'en l'espace de moins de 2 semaines, la pyramide va alors s'effondrer totalement et les investisseurs vont se retrouver ruinés. Les autorités interviennent pour arrêter Ponzi, saisir ses fonds et prendre le temps de correctement enquêter sur ses agissements. Et autant dire que leurs estimations sont très éloignées des promesses tenues par l'arnaqueur, puisqu'environ 20 millions de dollars ont alors été dilapidés dans cette affaire, soit 196 millions en comptant l'inflation, chaque investisseur ne récupérant que l'équivalent de 30 centimes par dollar investi initialement, ce qui représente une perte sèche de presque 70% pour les personnes ayant encore des fonds dans le système au moment de l'effondrement de ce dernier. On pourrait donc se dire qu'avec le temps, les gens apprendraient des erreurs de leurs aînés et que plus personne ne pourrait se faire avoir par de telles promesses à l'avenir. C'est mal connaître la nature humaine et l'ingéniosité des arnaqueurs. La promesse de Ponzi était en effet bien trop grosse pour tenir sur la durée. C'est en étant bien plus raisonnable que l'une des arnaques les plus conséquentes a pu tenir près d'un demi-siècle. Cette dernière, pourtant basée exactement sur le même principe, fut mise en place par Bernard Madoff dès les années 1960. Ce self-made man, qui est entré dans la finance en jouant de son charisme, était très proche des milieux financiers et ira même jusqu'à créer au début des années 1970 le Nasdaq, bourse d'échange grandement automatisée via l'utilisation massive des ordinateurs. C'est en très grande partie grâce à son réseau personnel, mais également grâce à son excellente réputation qu'il put pendant plusieurs décennies faire fructifier son arnaque et spolier tout le Gotha. Il faut également reconnaître qu'il profita de beaucoup d'adresses et de compétences, contrairement à Ponzi, proposant un montage financier de son cru censé assurer un rendement plus raisonnable de seulement 1% par mois. Alors si cela vous paraît peu, ça représente quand même 12% par an, ce qui est beaucoup. Dites-vous qu'avec ce petit pourcentage d'intérêt se cumulant de mois en mois, votre mise de départ va doubler en à peine moins de 6 ans. On est donc très loin au-dessus de ce qui se fait sur le marché, les banques ayant des taux à l'époque de 2 à 4% par an en moyenne. Autant dire que la promesse de Madoff va permettre de rapidement le faire connaître auprès du gratin new-yorkais. Et non pas le gratin de pommes de terre. D'autant plus qu'il fait ingénieusement croire à ses investisseurs qu'ils intègrent un cercle restreint d'initiés, d'élus au-dessus de la plèbe. Rien de tel que de flatter l'ego pour faire baisser la garde. Ce qui joue le plus en sa faveur est sa réputation qui le précède, car la liste de ses clients est plutôt longue, contenant des banques, des familles royales, mais également des stars de renommées internationales comme Steven Spielberg ou John Malkovich. C'est également sa réputation qui va permettre de protéger sa société lorsqu'elle sera inspectée. Car dès le début des années 1990, suite au travail effectué par des lanceurs d'alerte signalant l'impossibilité du montage de Madoff, les autorités vont alors s'intéresser à ces transactions. Cependant, l'incompétence des décisionnaires va alors faire en sorte qu'il ne recevra que quelques amendes pour divers manquements aux règles auxquelles est soumise son activité, sans que rien n'aboutisse réellement à la découverte du poteau rose. Les choses ne pouvant cependant durer éternellement, après presque 5 décennies de fonctionnement, l'arnaque finit par péricliter. La crise des subprimes, qui mena à la fin de l'année 2008 à un effondrement de l'économie américaine ainsi qu'à une crise financière à l'échelle mondiale, mirent fin à la mystification de Bernard Madoff. Suite à l'effondrement économique, les investisseurs veulent alors massivement récupérer leurs fonds, ce qui va aboutir alors à l'écroulement de la pyramide. Ne pouvant rembourser ses investisseurs, cette histoire va enfin éclater au grand jour, menant à son arrestation et à sa condamnation, ainsi qu'à celle de proches personnes impliquées à des degrés divers dans le montage financier. Lors du procès, en prenant en compte les pertes réelles ainsi que les gains soi-disant obtenus, la justice estima alors que les investisseurs avaient perdu près de 170 milliards de dollars, dont seulement 14 petits milliards pourront être récupérés suite à la saisie ainsi qu'à la vente des possessions de Bernard Madoff. Cela représente donc une perte sèche de 90% de l'investissement, ce qui en fait l'une des arnaques les plus importantes de l'histoire. Là encore, on pourrait croire que les journaux ayant parlé à maintes reprises de cette gigantesque arnaque, plus personne ne va alors se faire avoir. Eh bien, détrompez-vous, car comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, les arnaqueurs savent se renouveler pour continuer à vous prendre votre argent. Les méthodes mises en place vont bien sûr jouer sur votre ego, ça marche toujours, en vous proposant de faire partie d'un club restreint au sein duquel vous pourrez alors faire fructifier votre argent. L'une des entreprises reines dans le domaine est Herbalife, fondée en 1980, qui propose des produits permettant d'améliorer votre santé, affirmant qu'ils peuvent même vous aider à soigner vos cancers ou régler des problèmes d'infertilité. Enfin, ça c'est ce qu'ils clament lors de leur convention. Pourtant, à travers le monde, les hôpitaux ne cessent de reporter des cas de dysfonctionnement hépatique sévère chez les personnes ayant consommé les produits de la marque. Alors, est-ce dû à de nouveaux adeptes trop zélés qui se surdosent ou à une réelle toxicité des produits? Quoi qu'il en soit, ces derniers ne sont pas anodins pour la santé et ont même des effets contraires à ce qui est recherché.
Le fonctionnement de ce type de société est calqué sur celui d'une autre entreprise, plus ancienne, très connue, la fameuse entreprise Tupperware, dont les adhérentes, car oui, lors de sa création la société ciblait exclusivement les femmes, consistait à faire des réunions entre amis afin de faire connaître et vanter les mérites de la petite boîte en plastique dans laquelle on range du miam miam avant de mettre le tout dans la grosse boîte en métal qui fait du froid. Cependant, la grosse différence entre Tupperware et Herbalife, c'est bel et bien le côté périssable du produit proposé, mais nous allons y revenir. Comme pour Tupperware, Herbalife fait de votre travail l'acteur principal de votre enrichissement. Car en effet, en faisant partie du club Herbalife, club d'élite très fermé qui ne compte que quelques millions d'adhérents, vous devez accomplir la mission qui vous est confiée, vendre les produits de la marque. Seulement ces derniers que vous allez vendre à vos proches ont été achetés par vous avec votre argent. Bien sûr, vous pouvez profiter des avantages du volume, puisque lorsque vous achetez de plus grandes quantités, le prix unitaire va baisser, mais quoi qu'il en soit, l'argent arrive dans les caisses de la société. Plus problématique, afin de rester membre du club et profiter du réseau, vous devez régulièrement acheter une quantité minimale de produits. Poussé à acheter sans cesse, le piège va alors se refermer sur vous et vous allez vite vous retrouver avec une maison remplie de produits qui en réalité ne se vendent pas si bien que ce qui était expliqué et qui seront totalement impossibles à écouler dans quelques mois lorsque la date de péremption sera dépassée, transformant votre investissement en pure perte. Herbalife a bien sûr anticipé ce problème qui mettrait alors rapidement en lumière l'impossibilité de son modèle marketing. Afin de prolonger l'illusion de la possibilité de se faire de l'argent, la société fait alors appel à ce que l'on nomme le multi-level marketing, également appelé marketing relationnel dans la langue de Ribéry. Ça me fait bizarre d'être ici parce que ça fait tellement longtemps que... L'idée est rudimentaire. Si vous n'arrivez pas à vendre vos produits directement à des personnes extérieures au club, qu'à cela ne tienne, vous pouvez néanmoins essayer d'amener de nouvelles recrues dans le club. Recrues auxquelles vous pourrez revendre vos produits, qui travaillent indirectement pour vous puisque vous touchez en retour une commission sur chacune de leurs ventes. Alors, on pourrait croire qu'agrandir la famille est une bonne idée, mais en réalité c'est totalement crétin, puisque cela va créer votre propre concurrence qui va faire la même chose que vous, grignotant vos parts de marché. Pire encore, c'est à ce niveau-là que se met en place la pyramide. Car en effet, amener sans cesse de nouvelles recrues dans le système est totalement impossible. D'après la documentation officielle de la société Herbalife publiée en 2012, qui fournit des informations croustillantes, on apprend que 88% des redistributeurs de leurs produits ne perçoivent strictement aucun revenu. Dans les 12% restants, les sommes sont dérisoires, seul 1 sur 10 recevant plus de 2200 $ par an. D'ailleurs, la société Herbalife a accepté en 2016 de payer 200 millions de dollars pour conclure un accord avec les autorités américaines afin de faire stopper les poursuites, suivi en 2019 par 20 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites concernant leurs fausses promesses tenues auprès du public. Mais vous allez voir que ce n'est pas la seule façon de mettre au point des arnaques pyramidales. Bien entendu, ces arnaques sont plutôt artisanales, un peu à l'ancienne, on pourrait dire des arnaques de vieux. Dans l'ère numérique dans laquelle nous évoluons, les réseaux sociaux sont devenus une part essentielle dans le fonctionnement des arnaques d'aujourd'hui. Ils permettent de toucher des millions de personnes vulnérables à moindre frais, sans effort. Vous n'avez pas pu passer à côté de ces vidéos virales d'influenceurs dans leur costard au mauvais goût certain, vidéos dans lesquelles ils expliquent avoir appris les mystères de la bourse grâce à une formation miracle qui les a fait passer de statut de simples jeunes fauchés à millionnaires en seulement quelques semaines, tout en vous expliquant que vous avez vous aussi, les pauvres sans le sou, la possibilité pour quelques milliers d'euros de suivre cette formation miraculeuse. Bien sûr, c'est totalement bidon, ça ne fait qu'énoncer au mieux des banalités, desquelles vous n'apprenez rien que vous ne puissiez trouver dans les livres que vous achèteriez en magasin pour quelques dizaines d'euros. L'argent qu'ils exhibent sur les réseaux sociaux ne provient en réalité pas de leurs opérations boursières, mais plutôt de la vente de leur soi-disant formation. Bien souvent, les richesses affichées en vidéo ne sont qu'une façade qui s'écroule dès que l'on commence un peu à gratter la surface. C'est le cas par exemple du célébrissime trader avec son français irréprochable. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Qui a été arrêté par la police suisse pour répondre devant la justice des infractions commises dans ses vidéos, police qui a pu remonter jusqu'à lui grâce à la plaque d'immatriculation de la voiture que l'on voit dans ses vidéos, et qui n'est en réalité pas la sienne mais celle de sa gentille maman. Avec la situation sanitaire actuelle et les difficultés financières qui en découlent, cette période est du véritable pain béni pour les arnaqueurs. Il y a en effet plus de gens dans la galère qui veulent à tout prix s'en sortir et qui vont alors croire toute personne leur expliquant qu'ils peuvent devenir riches en suivant les indications miraculeuses qui leur sont professées, des fois même avec des arguments qui sont plus que fumeux. L'une de ces arnaques que l'on peut rencontrer en ce moment et qui prend de l'essor est par exemple PetronPay, qui vous propose d'investir dans le pétrole qui est une valeur sûre d'après le site internet. Il faut quand même rappeler qu'il y a cependant à peine un an, alors que le confinement était mis en place autour du monde, le pétrole a été vendu à perte par endroits. En s'intéressant à cette société, on remarque très honnêtement qu'elle cumule une quantité monstrueuse de comportements suspects.
Déjà, et c'est un avis purement personnel, je trouve suspect que le nom soit proche de celui de Petroplus, une société pétrolière suisse qui exista réellement de 1993 à 2012. De façon plus objective, on peut mettre en lumière les nombreux blogs tentant de vous entraîner dans la combine qui clament que la société a été créée en 2010 alors que son site internet n'a lui été créé que fin 2019. Ces mêmes blogs affirment que PetronPay est une société américaine, pourtant son site indique qu'elle se situe à Zurich, en Suisse. Cependant, les gérants du bâtiment où réside la société affirment pourtant ne pas avoir entendu parler d'elle. D'ailleurs, la société n'est pas enregistrée au registre du commerce en Suisse, ce qui a poussé les autorités à mettre un avertissement, suspectant très fortement qu'elle est à la base d'une fraude importante. Néanmoins, leur documentation insinue qu'ils sont basés à Miami, dans l'un des plus grands centres d'investissement du monde, comme ils disent. Mais sans donner bien sûr le nom de ce centre. On peut ajouter en vrac le fait qu'il n'y a strictement aucune information reliée au site internet, que ce dernier affiche des informations totalement inutiles, qui comportent des graphiques sans aucune explication, l'utilisation de jargon pour se donner de la substance, une soi-disant promesse de rendement de 300% sans aucune explication, des tentatives de justification sur les revenus avec des calculs qui ne veulent rien dire, la documentation qui comporte des fautes de français basiques, des répétitions, un PDF en français dont le nom est en portugais, bref, la liste est extrêmement longue et je pourrais ainsi continuer longtemps, mais nous allons nous focaliser sur 5 points extrêmement problématiques. Le premier de ces points est le fait que la société ne possède pas de page Wikipédia, alors qu'elle est pourtant censée peser dans le milieu du pétrole. À noter également qu'il n'y a aucune mention de son PDG précédant la création de la société, qui est très probablement un acteur, son nom de John Grant n'étant qu'un pseudonyme. Deuxième point, on ne vous propose pas de remise si vous achetez des plus gros volumes. Que vous investissiez 25$ ou 2000$, la quantité de pétrole que vous allez virtuellement posséder est toujours proportionnelle. De même que les fameux points binaires qui vous sont attribués par PetronPay, qui vous fournira invariablement un point binaire par tranche de 5$. Troisième point justement, puisque l'on parle de ces points binaires, ce sont les cadeaux que l'on vous promet en échange de ces derniers. En faisant un rapide calcul, l'iPhone et l'Apple Watch à 15 000 points binaires reviennent après conversion en argent sonnante et trébuchante à 75 000$, tandis que le temps convoité voyage de 3 jours à Dubaï tout frais payé à 250 000 points revient quant à lui à 1 250 000$. Ça fait de la pute en classe inférieure. Quatrième point, les promesses de rendement de 0,2 à 2,5% par jour. Oui, pas par an, mais bien par jour. Pour remettre cela en perspective, ça revient à des taux annuels de 200 à 820 000%. Cinquième point, enfin, le paiement en Bitcoin, monnaie virtuelle qui rend la transaction intraçable, mais le top du top, que dis-je, la cerise sur le gros tas de merde, c'est le fait qu'ils expliquent eux-mêmes qu'ils font du MLM ou multi-level marketing. À n'en pas douter, vous ne donneriez pas votre argent à un inconnu dans la rue, même s'il vous promettait de vous rembourser le double de ce que vous lui avez prêté dans seulement 1 heure. Alors si vous n'acceptez pas de faire ça avec un inconnu dans la réalité, pourquoi accepteriez-vous de faire ça avec une société sur internet ? Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les arnaques pyramidales ne sont pas nouvelles, puisqu'elles étaient déjà mentionnées dans les nouvelles de Charles Dickens en 1844, et qu'elles n'ont eu de cesse d'évoluer et de se renouveler avec leur temps afin de continuer à fonctionner et à engranger de l'argent. Cependant, une chose ne change pas, c'est que les vitrines de ces montages, les arnaqueurs à la tête de ces montages financiers instables, vont tout faire pour donner l'impression d'être richissimes. Vous les verrez donc systématiquement se pavaner avec des grosses voitures, publier des photos d'eux dans des piscines de palace, avec des costumes onéreux, souvent de mauvais goût et très voyants d'ailleurs, afin d'étaler toute leur tunasse aux yeux du monde. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment, ouais. Car en plus de se faire plaisir, cela fait bien entendu partie de leur stratégie, car en se montrant comme des riches aux victimes, ils vont profiter d'un surcroît de crédibilité. C'est ce que l'on nomme l'effet de halo, qui fait que l'apparence d'une personne va influer sur votre jugement, vous poussant à accorder du crédit à un discours auquel vous ne comprenez rien, simplement en vous basant sur l'apparence de la personne. Les plus doués dans l'arnaque sauront prendre leur envol avec ce qui reste dans la caisse lorsque la pyramide commencera à s'écrouler, en profitant pour aller le plus loin possible afin de dépenser le magot accumulé et éventuellement recommencer une nouvelle arnaque. Une autre chose qui ne change pas est leur cible principale, qui est constituée de personnes vulnérables, dans une situation financière critique et prête à tout pour s'en sortir, bien qu'on l'ait vu, il peut y avoir des exceptions. Alors certes, vous me direz, en regardant très attentivement, on remarque qu'il y a bel et bien des personnes qui arrivent à s'enrichir sur le dos de ces arnaques pyramidales. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que ce sont les premiers arrivés dans l'arnaque qui s'en sortent le mieux, car en effet l'argent qu'ils vont gagner va les transformer en ambassadeurs qui vont faire de la pub pour ameuter plus de brebis dans le troupeau. Dans ces montages financiers instables, autour de 90% des personnes impliquées vont perdre la quasi-totalité de leur mise de départ dans les meilleurs cas.
En réalité, la seule personne pouvant à coup sûr sortir son épingle du jeu dans ce système reste celle organisant l'arnaque qui, grâce à la quantité colossale de capitaux qui affluent dans sa direction, va pouvoir s'enrichir. Vous trouverez alors de nombreuses variantes des arnaques pyramidales, certaines proposant des produits ou simplement un bénéfice avec des structures plus ou moins différentes et des narratifs s'adaptant généralement aux populations visées. Le gros problème de ces arnaques, c'est qu'elles peuvent parfois prendre des proportions gigantesques. Ce fut le cas par exemple pour l'Albanie, qui en 1991, après la chute du communisme, s'est retrouvée dans une situation inédite. En s'ouvrant au monde extérieur et en dérégulant son marché intérieur, cela va mener à la création de centaines de sociétés opportunistes qui poussent alors comme des champignons, et les choses vont très rapidement dérailler. En janvier 1997, la bulle éclate alors, et plus de 20 pyramides baissent le rideau en quelques jours, ruinant près de 2 millions de personnes sur une population de 3,5 millions, ce qui va aboutir à la disparition pure et simple de 1,7 milliard de dollars, soit la moitié du PIB du pays. La population albane se met alors rapidement à gronder, demandant de l'aide au gouvernement qui refuse catégoriquement, ce qui va mener à des émeutes. L'armée est dépêchée pour s'opposer aux civils, seulement, les soldats, ils ont aussi des parents ou une famille qui a tout perdu dans ces arnaques. Ils comprennent alors bien la colère des manifestants auxquels ils sont censés s'opposer et vont alors se ranger à leur côté contre leur gouvernement, piochant sans vergogne dans les stocks de l'armée afin de fournir des fusils à la population, ce qui aboutira à la chute du gouvernement. Une fois la crise réglée, grâce à l'élection d'un nouveau gouvernement, les dizaines de milliers d'armes récupérées par les civils vont alors alimenter le marché noir, finissant sans grande surprise par se retrouver impliqués dans la guerre du Kosovo qui se déclara peu après. Indirectement, les personnes à la tête de ces arnaques gigantesques à l'échelle d'un pays sont responsables de pas loin de 12 000 morts entre les émeutes et la guerre du Kosovo. Au final, il ne faut pas oublier 5 choses importantes pour éviter les arnaques. Si l'on vous promet des taux qui sont trop beaux pour être vrais, c'est qu'ils sont trop beaux pour être vrais. Lorsque vous placez de l'argent dans une banque, cette dernière vous propose des taux d'intérêt de quelques pourcents seulement. Si quelqu'un vous promet 10% par an, c'est suspect. Vous pouvez néanmoins tomber sur des arnaques astucieuses qui vous promettent seulement 1% par jour, ce qui à première vue peut sembler raisonnable, mais qui en réalité représente 4000% par an. Si les choses étaient présentées ainsi, tout le monde trouverait tout de suite ça suspect, mais 1% par jour, ça passe. Si l'on vous promet de devenir millionnaire en quelques mois ou en quelques semaines, c'est toujours suspect. Si la personne vous explique qu'elle a trouvé une méthode révolutionnaire pour devenir riche, c'est suspect. Si l'on vous explique qu'en parrainant 2, 3 ou plus de personnes vous allez augmenter vos biens, c'est encore plus suspect. Si l'on vous fait miroiter un produit génial, vous aussi n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer la barre de fer à tout faire, qui va vous rendre riche en multipliant votre argent, c'est qu'en réalité le produit c'est vous et que c'est votre argent qui va alimenter le compte en banque de l'arnaqueur pour vous écouter. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir abordant la fameuse arnaque des pyramides de Ponzi. Je vous demande de partager en masse cette vidéo afin de prévenir vos proches et qu'ils ne se fassent pas avoir par cette arnaque qui est pourtant extrêmement connue mais qui continue à faire des millions de victimes par an et à engloutir des milliards de dollars. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.